Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. À la une, électricité, alors que le président Alpha Condé doit procéder au lancement des travaux physiques du projet d'interconnexion électrique OMVS ce jeudi à l'INSA dans la préfecture de Kindia. La Guinée reste confrontée à d'énormes difficultés dans son alimentation en courant électrique. Certes, la construction du barrage hydroélectrique de Kaleta est venue bonifier Chouya, la desserte en courant électrique dans le pays, principalement à Conakry et en Basse-Côte. Mais il faut dire que les périodes d'étiage restent des moments de forte dégradation dans la fourniture du courant en Guinée. Le gouvernement obligé de faire recours à des centrales d'appoint. Quel est l'état des lieux dans le secteur? Comment expliquer les difficultés DDG à améliorer ses prestations et qu'attendre de ce projet d'interconnexion? Toutes ces questions posées à notre invité par téléphone, qui n'est autre que M. Cheikh Talib Silla. Il est ministre de l'énergie et de l'hydraulique. Vous allez l'entendre dans cette émission. La Guinée qui peine toujours à refermer le chapitre des élections communales du 4 février dernier, alors que le pays doit affronter d'importantes échéances électorales en 2019 et en 2020 et que les conditions de préparation de ces élections sont loin d'être réunies. L'opposition continue de battre le pavé en signe de protestation contre les cas de fraude qui auraient émaillé les locales du début d'année. L'opposition républicaine appelle à une nouvelle marche ce jeudi à Conakry, une marche qui n'a pas reçu d'autorisation. Jusqu'où compte-t-elle aller dans ces manifestations? Comment sortir de l'engrenage? Entre autres questions que nous nous posons ce matin. Plusieurs acteurs, si tout va bien, vont prendre la parole dans cette émission. Un mot de culture vers la fin. Cet alphabet de 29 lettres découvert dans l'Antiquité Soussou, Koré Sebeli, et c'est son nom. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission, en prélude de la diffusion du documentaire Et si c'était ça le bonheur sur Espace TV ce dimanche 2 décembre. Notre invité pour en parler, M. Mohamed Bentoura Bangoura, il est chercheur sociologue. D'autres sujets viendront compléter ce menu pour votre information. Merci de rejoindre l'équipe. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour Abakar Titi Diallo. Zachary Tamba Milimono, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Jacques Lewaleno. Bonjour Abakar, bonjour à tous. Madame So Moussa Yoruba, bonjour. Bonjour Abakar. Bien, pour commencer Moussa, on revient sur cette affaire de contrôleur financier avec cette lettre, ce courrier du président de l'association des 518 DAF à l'intention du chef de l'État. Hier, à la suite de notre émission sur ce sujet, les choses sont allées dans tous les sens. On a des coups de fil. Vous savez, quand même, 518 personnes, c'est pas 5 personnes. Donc, du coup, j'ai bien senti que ces DAF sont soudés, qu'il y a une cohésion entre eux. Il y a vraiment cette hargne à vouloir se défendre à tout prix lorsqu'il y a un problème. Et Traoré donc est vu au sein de ce comité, au sein de cette association, comme celui-là qui porte la parole donc de ces 518 personnes et donc qui se bat pour trouver donc des points de chute pour ces personnes. Ouais. Il faut dire que ce qui m'a été mentionné après l'émission, ouais, c'est que les points vacants au niveau de la Direction nationale du contrôle financier auraient été décelés par Traoré lui-même, qui a donc pu aider le ministre à trouver ses postes vacants et à lui faire des propositions. Ça n'enlève en rien la gravité de ce que j'ai dit hier, parce que le fait pour lui d'avoir travaillé à trouver ses postes vacants et à proposer au ministre également des listes, je pense qu'il appartenait au ministre, quand même en tant que premier responsable du département, de juger de l'habilité ou de la capacité de ces personnes à pouvoir occuper les postes à octroyer. Donc, c'est quand même le lieu de dire que, quoi qu'il en soit, il y a une pression. Il y a une pression et les choses telles qu'elles se sont déroulées au niveau du Conseil des ministres sont en train de donner raison aux 518, en tout cas à celui qui a proposé la liste des 30 personnes au ministre. 15 venant donc des 518 DAF et 15 personnes venant donc du RPG Arc-en-Ciel. Voilà, donc le problème n'est pas entièrement encore résolu,
Mais le courrier, je pense que Taba, le courrier, je peux vous lire une partie un pan du courrier, vous allez vous rendre compte que vraiment c'est un combat, c'est un combat selon ce que j'ai pu observer, c'est un combat générationnel. Parce que le reproche qui est fait aux personnes qui ont été nommées par le ministre, ils font le reproche au ministre d'avoir pris des gens qui sont âgés, qui ne savent absolument rien en ce qui concerne le contrôle financier, surtout des dépenses publiques. Et donc que les jeunes doivent occuper, coûte que coûte, les postes de responsabilité. Mais à mon sens, il y a la manière de le faire. Bien. Allez-y, Taba, avec ce courrier. Alors, quelques 3 paragraphes qui permettraient justement à nos auditeurs de comprendre ce qui est dit dans le courrier. Monsieur le Président, le 8 novembre 2018, il y a eu la nomination de 44 contrôleurs financiers dans quelques préfectures et établissements publics à caractère administratif. Je tiens à vous préciser que cette récente nomination des contrôleurs financiers sur les propositions du directeur du contrôle financier et du chef de cabinet reflète les anciennes pratiques du passé où tout est basé sur les relations de copinage. À mon sens, le ministre de l'économie et des finances a été piégé par ses cadres. C'est comme ça qu'il introduit son courrier. Et il était, à partir de là, ce qu'il dit. J'ai effectué un travail préalable d'identification de plus de 70 postes vacants ou occupés par des cadres à la retraite que j'ai remis au directeur du contrôle financier, il le dit si bien, et au chef de cabinet du ministère de l'économie et des finances. Il poursuit. J'ai aussitôt transmis, il dit pour me récompenser de l'effort fourni, ils m'ont autorisé à faire une liste des jeunes cadres de la promotion 518, désormais d'ailleurs on l'appelle promotion 518, et du parti qui relève du ministère de l'économie et des finances, et ce qui fut fait. J'ai aussitôt transmis cette liste de 30 jeunes, il le dit, de 30 jeunes cadres, dont 15 de la promotion 518 et 15 des cadres du parti, parmi lesquels 3 secrétaires généraux de section, 5 secrétaires généraux de sous-section et le reste des militants de partis politiques. Incroyable. Moussa Moïse l'a évoqué. Oui, il poursuit. Je suis tout simplement. Hier, justement, allez-y. Monsieur le Président, je suis tout simplement surpris de constater avec regret qu'au cours de cette nomination des 44 contrôleurs financiers, ils n'ont pris en compte que 2 éléments de ma liste transmise. Voici la frustration des Traoré. C'est très grave, Bamba. En fait, il souligne, il y a quand même 2 aspects à relever. Premièrement, il affirme, et ça c'est important que on puisse lever le coin de voile sur ce qu'il dit, Aboubacar Diallo. Il affirme qu'il y a des retraités qui continuent d'occuper des fonctions de contrôleurs financiers. Il le dit lui-même. Et ensuite, et d'ailleurs, dès le début du courrier, vous pouvez bien lire entre les lignes ce qu'il dit. Il dénonce ce qu'il appelle pratique ancienne, qui était celle de copinage, sur fond d'amitié. On préfère nommer des gens que l'on connaît. Pour quelque intérêt, je n'en sais rien. Hier, justement, nous avons pu échanger avec certains des 518 qui nous apprenaient qu'il y a certains contrôleurs financiers qui sont en poste depuis 20 ans. On évoque par exemple un cas de Kindia et celui de Gamal Abdel Nasser, de son Fonia. C'est encore un autre exemple, qui serait en poste depuis plus de 20 ans. Mais Aboubacar Diallo, si cela est avéré, c'est-à-dire que si il y a des gens qui étaient déjà à la retraite et qui se retrouvent contrôleurs financiers, ce n'est pas normal. Pendant qu'il y a plusieurs jeunes qui peuvent faire le travail, ou même plusieurs cadres qui peuvent faire le travail, qui sont là au chômage et qui ne travaillent pas véritablement. Les grands ça, c'est un premier problème. De l'autre côté, c'est une pratique courante dans l'administration. Et c'est le cas au niveau de la police, où les retraités reviennent chaque fois, Moussa. C'est très grave. De l'autre côté, il faut que Bafoué soit attentif à cela cette année. Ça s'appelle le recyclage humain. C'est pourquoi quand vous allez faire vos dossiers, même à la police, ou même, j'ai observé cela une fois, lorsque j'observais un malade qui venait se faire soigner. On demande son âge, il dit, et puis le médecin lui répond, c'est ton âge vrai, ou c'est ton âge de la fonction publique. Alors le monsieur dit, non, c'est mon âge vrai. Ça veut tout dire. Voilà, donc ça se passe comme ça. Mais la deuxième chose que je voulais souligner à Bakar Diallo, imaginez un contrôleur financier. L'intégrité de la gestion repose en grande partie
sur les contrôleurs financiers. Il faudrait que les dépenses, parce que c'est aussi un pan de leur travail, que les dépenses correspondent aux prévisions budgétaires. Si ça doit changer, si une ligne doit aller vers une autre, si on doit en rajouter aux dépenses initialement prévues, il faudrait qu'ils puissent observer tout ça et notifier cette conformité-là. Bref, la conformité des dépenses. Exactement. Donc, si vous êtes contrôleur financier depuis plus de 20 ans, il va sans dire que vous allez nouer un certain nombre d'affinités qui vont contre le contrôle financier pour lequel vous avez été nommé. Ça, c'est une observation. Mais de l'autre côté, j'ai envie de dire qu'on a demandé aux jeunes Traoré de faire des propositions. Les propositions restent des propositions. Vous faites des propositions, si elles ne conviennent pas à celui qui a autorité de décision, il a le choix de ne pas les respecter. Parce que le dernier mot lui revient. Celui qui bénéficie justement légalement du pouvoir de nommer ou de pas nommer, il y est. Donc il obtient, il reçoit vos propositions, il évalue les candidatures qui lui sont posées et c'est à la suite de cette évaluation qu'il décide de choisir celui qu'il veut. Les grandes gueules. Si, bien entendu, si les premières accusations ne sont pas avérées, il faut quand même se remettre dans l'esprit de ce que l'on appelle une proposition et du pouvoir décisionnaire. Je viens avec des propositions à Bakar Diallo, même auprès de vous, vous n'êtes pas obligé de les respecter. Je suis d'accord. Mais encore une fois, il faudrait que nos lois soient respectées. Parce que c'est cela le plus important. Ouais. Non, mais Traoré n'a pas à se plaindre du fait que c'est... exactement ce que je veux dire. Jacques va parler tout de suite, mais moi, en une phrase. Lorsque vous avez cette relation aussi étroite avec le chef de l'État, ou à la tête d'une structure qui n'est pas du tout formelle, en tout cas qui ne fait pas partie des structures en tant que telles reconnues par nos lois, parce que c'est une association. Oui. Alors, lorsque vous êtes à la tête d'une telle structure et vous entretenez une relation directe avec le chef de l'État, je vous dis, dans ce pays-là, même les ministres auront peur de vous. Mais c'est le cas, Moussa. Voilà, c'est le cas. Ouais. Donc, le ministre de l'économie et des finances, vous pensez que s'il avait à revenir sur ses pas, il aurait commis le même acte? Non. Parce les grandes gueules. On s'est bien rendu compte là que Traoré a un accès direct au chef de l'État. Parce qu'il lui a été demandé de rapporter sa décision. Exactement. Oui. Donc je pense que le chef de l'État est en train d'affaiblir nos institutions, en train d'affaiblir nos ministres. C'est pas normal. Il faut donner force aux personnes que vous avez nommées. C'est vous qui avez pris un décret pour le nommer. S'il ne fait pas l'affaire, mais vous le dégommez. Voilà, mais il ne faut pas passer par ces méthodes où tout le temps, et la présidence est prompte à cela, où vous recevez tout le temps des rapports sur des gens. Tout le temps des rapports sur des gens. Et ces rapports, très souvent, ce sont des faux tuyaux, des tuyaux crevés, parce que ça ne repose absolument sur rien. Bien, allez-y, Jacques. Les grandes gueules. Rapidement, parce que moi, je voulais terminer sur le pan de la communication de Moussa Moïse, parce que je pense que le problème, il est là, au fait. Ce n'est pas dans la réaction de Traoré qu'il faut le voir. C'est plutôt dans la promesse qui a été faite, n'est-ce pas, à ces jeunes 518, comme on les appelle. Je crois qu'il y a déjà quelques-uns qui ont été nommés à des postes comme ça dans les départements ministériels sur proposition. Donc ça a toujours fonctionné comme ça depuis que l'association s'est constituée. Et on a le sentiment que ça doit continuer comme ça de façon permanente. Ouais. Donc la volonté, je crois, de celui qui est là, l'actuel chef de département, le ministère de l'économie, donc de rompre avec cette pratique, va passer très mal. Maintenant, il faut reconnaître qu'au-delà de tout ça, il y a un problème de contrôleur financier qui se pose avec acuité. Je pense que depuis l'année dernière, on avait ces informations-là sur le cas de l'hôpital régional de Kindia, par exemple, où le contrôleur financier qui était jeune, si je vous rappelle qu'il n'y est plus, et avait du mal à se comprendre, n'est-ce pas, avec le directeur de l'hôpital régional. Le problème est bien simple, parce que nos anciens administrateurs n'ont pas encore cette culture-là, n'ont pas encore la culture, ils ne veulent pas se soumettre la culture de la transparence. La culture de la transparence, se soumettre au contrôle. Et vous le savez très bien qu'au niveau des hôpitaux, il y a une certaine opacité dans la gestion. On a du mal à faire la différence entre les recettes que l'hôpital génère et bien naturellement les dons qui sont souvent envoyés. Parfois, il y a une confusion totale. On ne sait pas comment, n'est-ce pas, c'est géré. Maintenant, il faut peut-être voir le problème autrement, mais dire clairement que la proposition ne doit pas continuer à être faite. Il faut rompre avec cette pratique-là. Il faut
amener, n'est-ce pas, le ministère, mais que le ministère aussi puisse prendre, n'est-ce pas, des personnes qui sont compétentes et qui ont la probité morale pour pouvoir contrôler. Et c'est ce que le ministre Mamadi Camara a fait d'ailleurs, libre à lui de trancher, de choisir. Non, sauf qu'on lui reproche les personnes qu'il estime. On lui reproche d'avoir favorisé quelques militants du parti des agronomes. Bon, selon les 518 qui ont pu nous joindre, ils disent que le ministre a pris des agronomes, a pris des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec les corps de contrôle. Qui ne sont pas professionnels. Et qui ne sont pas professionnels. Maintenant, tout ça, il reste. Je pense que d'une part, d'un côté ou d'un autre, l'administration, ça prouve ce qui existe réellement au sein de notre administration. C'est assez dommage. C'est pourquoi de nombreux cadres valables, aptes même à faire le travail, qui sont allés vraiment doter leur matière grise de quelque chose à l'étranger, sont là avec leur diplôme et chôment. Ils sont là. Ça se passe dans tous les corps dans notre pays. Allez-y, Madame Hiro. Non, mais qu'on prenne des gens. C'est bien normal de prendre une décision, de prendre des gens, les mettre à des postes. Mais est-ce que ces personnes ont les qualités requises, ont les compétences requises pour être à ces postes-là? Moi, c'est la grosse question que je me pose. Parce que c'est ça le mal de la Guinée. Vous voyez des gens, par exemple, aujourd'hui, qui ont étudié, qui sont capables de rentrer, donner quelque chose au pays, mais qui ne peuvent pas le faire. Pourquoi? Parce que ici, le plus souvent, on a l'impression qu'on abat les élites. On abat les personnes qui peuvent apporter quelque chose au pays, qui peuvent apporter des idées contradictoires, qui permettent d'avancer. C'est l'exemple que Jacques vient de donner pour le cas de l'hôpital. Je pense qu'il faut qu'on réussisse à faire une transition générationnelle. Les anciens il ne faut pas militantiser l'administration. Les anciens ne peuvent pas rester là éternellement, mais en même temps, vous venez de le dire, un militant, s'il est à la hauteur, s'il est bien formé, s'il peut apporter un changement, ça peut même aider à rehausser le bilan du président en place. Oui. Mais si vous prenez un militant juste parce que c'est un militant, juste pour le favoriser, juste pour le récompenser, d'avoir accepté d'être dans votre parti, je pense que ça n'aide pas le pays avancé. L'exemple le plus frappant, c'est les recrutements qui ont été faits l'année dernière. Vous vous souvenez dans l'enseignement, dans l'éducation. Des gens qu'on a envoyés à l'intérieur du pays qui ont été chassés des classes par les élèves juste parce qu'ils ne pouvaient même pas vous construire une bonne phrase, une phrase simple. Incroyable. Des gens qui ont été même ici, même cette année, des gens qui viennent, qui ne peuvent pas vous construire une phrase simple et à qui on veut donner de la craie juste pour dispenser des cours. Il faut qu'on sorte de ça, mais en même temps, quand vous donnez le pouvoir à quelqu'un, quand vous le nommez, il faut lui donner la latitude de choisir, mais cela doit aller avec la conscience professionnelle sur le choix qu'on peut faire sur les personnes qui peuvent occuper des postes, surtout des postes stratégiques. Si les gens n'ont pas les compétences requises, s'il vous plaît, prenez les personnes qu'il faut parce qu'on en a dans ce pays. Bien. Les grandes gueules. Merci. On va essayer de progresser, Moussa. On s'intéresse à cette grève du SLEG. C'est carrément l'essoufflement. Vous avez quelque chose à rajouter? Non, par rapport à cette polémique autour de la rénovation de la maison de l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Kao Kare, je suis étonné d'apprendre que 500 millions de francs guinéens auraient été donc déboursés pour la rénovation du bâtiment. Je trouve que 500 millions quand même assez exagéré pour une rénovation. Imaginez alors pour la construction, je me rends bien compte pourquoi les dévis liés aux constructions des maisons sont aussi élevés. 500 millions pour une rénovation. Parce qu'il faut rappeler que la maison qu'il occupe au Kao Kare ne lui appartient pas, contrairement à tout ce qui avait été raconté. Alors, que j'apprenne, au-delà du montant que je trouve exagéré, que j'apprenne par des sources concordantes que ces 500 millions également n'ont pas servi, ne sont pas tombés à destination, je pense que je tombe des nues là. Alors, il faut aujourd'hui qu'on nous explique quand même, parce que c'est quand même l'argent public. Et selon les informations, c'est le directeur du PSE, Aboubacar Cissé, qui et donc a pris cet argent, qui a sorti cet argent pour ses travaux et qui n'ont pas été effectués. Il y a quelque chose qui saute aux yeux. Il y a quelque chose qui saute aux yeux à Baka. La maison de Kao Kare, qui est juste à côté de la radio Espace, la maison qu'il occupe, qu'il loue. Ouais, la maison qu'il loue, d'accord. Mais cette maison a été rénovée. Ouais. Alors, qu'on ait quand même des preuves pour nous aider à comprendre que la rénovation n'a pas été faite par les 500 millions qui ont été décaissés. Alors celui qui les a décaissés, qu'il donne des explications. Kao Kare même doit s'expliquer là-dessus, à mon avis. Parce que 500 millions pour une rénovation, écoute, il faut être en Guinée pour cela. Pour une rénovation, c'est une question. Moussa Moïse l'a déjà posée. Mais le ministre n'est plus ministre. Alors que je crois que si on a introduit 500 millions dans ce bâtiment-là, je pense que la contrepartie n'a pas encore été épuisée. Parce que lorsque vous avez investi dans un bâtiment que vous louez naturellement,
il y aura une sorte d'entente entre vous et le propriétaire de la maison qui fera que sur une longue période, vous ne paierez pas de loyer. Maintenant que Kaokare n'est plus ministre, j'ai pu parler avec le propriétaire de cette concession et il n'a aucune preuve, aucun justif que des travaux ont été engagés dans sa concession en tabac. Non, Abakar Diallo, c'est visible. Non, mais c'était sous nos yeux que ça se faisait. Non, mais je comprends très bien. Alors, mais je te rapporte ce que le concessionnaire m'a dit. Et il m'a précisé que, à la base, ils se sont entendus sur le fait que tous travaux qui seront engagés sur la concession ne feraient pas partie du contrat et ils n'ont pas de justif en fait. C'est ça la réalité. Alors, premièrement, et le ministre Kaokare, je termine, m'a confirmé que les 500 millions ont été décaissés donc des comptes du ministère de l'Éducation, mais que ces montants ont été remis à M. Cissé, du programme sectoriel de l'éducation. Sauf que les travaux qui ont été engagés là-bas, Kaokare, c'est selon ce qu'il m'a dit, c'est lui-même qui a engagé quelques travaux derrière, dans l'arrière-cour, au niveau des toilettes, au niveau de la cuisine. Il n'a pas connaissance que ce montant qui a été sorti pour cette fin a été utilisé à cette cause tabac. C'est ça la Premièrement, Abakar Diallo, sur ce que dit le propriétaire de la maison, moi je rétorque qu'il ne peut pas le dire. Parce qu'il y a bel et bien eu des travaux. Sur la clôture, il y a eu des travaux. Sur le bâtiment lui-même, il y a eu des travaux. Dès que vous passez à côté, vous pouvez l'observer. Le propriétaire de maison ne peut pas le dire. Maintenant, si le propriétaire dit qu'entre lui et Kaokare, il y a une entente comme quoi, même s'il y a des travaux, ça n'entre pas dans le cadre du loyer, que ça ne pouvait pas être défalqué de cela, Abakar Diallo, alors il faut demander à Kaokare ce qu'il a fait de notre argent. Et il ne peut pas simplement dire que l'argent a été utilisé par une personne alors que c'était lui, le ministre. C'est lui l'ordonnateur, c'est grâce à lui que l'argent est sorti. Je pense qu'il faut y aller et nous dire ce qu'il en est. Moi, je veux faire une réflexion un peu plus large. Oui. Je me pose une simple question. Vous êtes ministre. Si l'État n'a pas pu vous loger, alors d'où vient le besoin d'aller procéder à de telles dépenses? C'est la question que je me pose. Ouais. Ailleurs, Abakar Diallo, dans le monde, vous trouvez des ministres qui voyagent avec, qui ont leur transport commun avec tout le monde. Ils sont dans le train, ils sont dans des voitures communes, ils sont à vélo. Nous, un ministre qui vient ici, quelques semaines après sa nomination, vous voyez que tout a changé. Comme par une baguette magique. C'est comme si on disait abracadabra et puis tout était déjà nouveau. Ouais. Nous avons le ministre, le tout nouveau ministre Taran Diallo. La métamorphose sera époustouflante. Mais non, Ah ben, vous verrez bien ce qui va se passer. La métamorphose, je le redis encore, elle sera époustouflante. Je le redis encore, ce sera le cas. J'imagine qu'on l'a en ligne. Kaokare, qui est en direct, ancien ministre de l'Éducation. Bonjour, monsieur le ministre. Grandes gueules. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Allez-y, Tamba. Monsieur le ministre, il y a cette information comme quoi la rénovation du bâtiment que vous occupiez alors que vous étiez... Encore, hein. Je sais, ce que je dis, vous continuez d'occuper, a fait l'objet de rénovation. Et que cette rénovation-là avait coûté 500 millions aux caisses de l'État. Est-ce que vous confirmez cette information? C'est affirmatif. Monsieur le ministre, vous avez donc utilisé 500 millions de francs guinéens pour rénover le bâtiment situé juste à côté? Je n'ai pas utilisé 500 millions. On a utilisé à mon nom 500 millions pour rénover un bâtiment et on m'a dit de venir y habiter. C'est qui? Vous faites référence à qui? Non, je vous dis que moi-même, quand j'ai occupé un bâtiment administratif de 2 chambres salons à la cité Sangoya, quand on m'a nommé ministre de l'Éducation nationale. Le milieu là me convenait sérieusement pour des gens qui me connaissent. Je n'aime pas voulu être dans une vie autre que je n'ai pas vécu durant toute ma vie. Je ne voulais pas donner une dimension aussi à cette fonction de ministre. J'ai préféré rester dans ce domicile qui était modeste et dans l'enceinte d'une cité comme la cité de Sangoya. Alors j'étais dans la tournée, on m'a dit que le département
à estimer que j'ai droit. Mais le problème, c'est quoi? D'abord, je pense que l'argent là, je pense que je n'ai pas vu l'argent là de mes yeux. Et l'argent là, je parais que c'était une dette qui a été contractée pour faire ces rénovations et que l'argent serait remis. Qui a sorti l'argent? Puisque vous dites n'en avoir pas vu les couleurs. Moi, je n'ai pas vu l'argent, mais ce qui est sûr et ce que je peux confirmer, c'est que l'argent a été remis à un certain Cissé, qui est le coordinateur de PSE, pour trouver le logement et assurer la rénovation. Et Monsieur le ministre, la dette a été contractée où? La dette a été contractée où? C'est la question qu'on voulait savoir. Mais est-ce que vous avez eu l'impression, après les rénovations qui ont été faites, est-ce que vous avez eu l'impression que ce montant est entré dans cette maison? Ce que je sais, je n'ai aucun papier qui atteste. J'ai commencé, ça fait un mois juste que j'ai compris que j'occupe un bâtiment qui a été rénové, mais aucun papier n'est à ma disposition pour me dire que le bâtiment là, c'est toi qui dois être là-dedans, après la rénovation, et que tu dois faire tel nombre de mois ou tel nombre d'années là-dedans. Donc c'est quand le concessionnaire est venu me dire que l'argent que j'ai payé, que le délai est terminé et que je dois commencer à payer le logement, que je me suis réveillé. J'ai dit, mais après qu'on m'a dit que le bâtiment a été rénové à un coût de 500 millions, après un an, on vient me réclamer de payer. J'ai dit, je vais en savoir davantage. C'est ainsi, j'ai appelé le chef de cabinet. J'ai dit, cette affaire-là, je vais comprendre clair, parce que moi, je ne comprends pas. C'est entre-temps, ils se sont retrouvés. J'ai dit au concessionnaire d'aller voir le chef de cabinet, le CC en question, et je pense que la DAF a été associée à cette réunion. Et il s'est avéré effectivement devant le concessionnaire qu'un montant de 500 millions a été payé. Maintenant, qui a payé et c'est comment c'est fait? Le concessionnaire dit que lui, il avait dit à M. Sié de ne pas entamer de travaux, que lui-même il assure les travaux et que les travaux vont faire sur le bâtiment, que c'est lui qui l'a fait. Bon, et on a demandé à M. Sié s'il a des reçus après les travaux, parce que quand même, il a mis un entrepreneur sur les travaux qui a dû mettre des reçus ou des trucs, s'il peut exhiber pour qu'on puisse montrer ça au concessionnaire pour que moi, je ne sois pas humilié. Donc, on est resté dans ça. Malheureusement, je suis loin de ce département, je n'y viens pas. Les gens ont de la peine de prendre mon coup de téléphone. Donc, je suis dans cet engrenage, je ne sais pas où aller me plaindre. Et on a sorti de l'argent au nom du ministère de l'Éducation, dont j'étais le premier responsable à l'époque. On pense alors que Kawakara a utilisé 500 millions. Je n'ai pas vu ni la couleur, ni la forme, ni les billets, si c'était en 20 000, si c'était en 15 000, je n'ai pas vu l'argent en espèces. Donc voilà, je suis dans un bâtiment, on me réclame Monsieur le ministre, puisque c'était un logement, je crois vous avoir entendu dire que vous ne saviez pas c'est sur combien de mois, combien d'années le montant avait été payé pour vous loger là. Depuis quand vous avez commencé vous-même à payer le loyer? Le contrat qui est signé entre mon épouse et le propriétaire de la concession, c'est un montant, c'est un an de loyer qui est dans ce montant-là. Donc, c'est moi qui ai payé ce montant. Un an. C'est après un an là que le contrat, que le concessionnaire est venu me voir. Donc, l'argent qui est sorti au nom c'est l'argent qui est sorti en mon nom. Et pour rénover un bâtiment que j'habite maintenant là. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce montant? C'est la grande interrogation que je fais. Parce que moi, ce que j'ai déjà utilisé, j'ai fait des rénovations. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre, moi j'ai une question importante. Vous dites que l'argent a été sorti en votre nom. La question, c'est qui l'ordonnateur au ministère quand vous étiez là? Est-ce que d'autres personnes pouvaient ordonner la sortie d'argent sans vous? Non, d'abord, je vous informe que j'ai été l'un des ministres, pas le plus heureux ou le plus malheureux, je ne sais pas. Parce que quand je venais aux affaires, j'ai trouvé que la chaîne des dépenses était fermée dans mon département et j'ai quitté, la chaîne était fermée. Donc, tout mon séjour, les 14 mois que j'ai fait à la tête de ce département, mes activités étaient
subventionné par des bonnes relations des gens ou de la DAF, des relations, on s'endettait pour gérer les dépenses courantes. Donc, quand vous dites que je veux que vous reveniez un peu sur votre question, vous dites que encore, c'est que la précision que tu voulais apporter. Voilà la question que l'on posait, monsieur le ministre, c'est de savoir. Je me rappelle de votre question. Voilà, bien. À la tête de ça, quand je suis venu à la tête de ce département, j'ai désigné le chef de cabinet comme l'ordonnateur délégué. Donc, je n'ai jamais engagé ce département. Mon ordonnateur délégué qui avait confié cette commission, la loi le permet aussi, mon chef de cabinet et ordonnateur des dépenses. Bien. C'était. Quand il y a eu des problèmes, j'ai orienté les gens vers le chef de cabinet et je pense que la personne avec laquelle. Et par mois, monsieur le ministre, ça vous coûte combien? 5 millions. Je pense que ce que moi j'ai payé, le contrat que j'ai, à l'époque, c'est 5 millions par mois. Et vous savez que les rumeurs ont fait état à l'époque que j'ai acheté une villa à côté de l'espace qui coûte 2 milliards, etc., etc. Je me suis tue, je n'ai pas voulu faire de commentaires, alors que je savais que j'étais en location. Monsieur Ibrahima Khalil Konaté, ancien ministre de l'Éducation et de l'Alphabétisation. Moussa. Monsieur le ministre, une dernière question. On aimerait vous entendre. Vous êtes quand même ancien ministre d'un département qui est miné par une crise. La crise dans le secteur de l'éducation que vous connaissez bien. Et qui vous a emporté d'ailleurs. Voilà, qui peut-être qui a été à l'origine de votre départ. Ouais. Donnez-nous un peu l'analyse que vous faites de la crise, de la gestion qui en est faite aujourd'hui par les nouveaux responsables. Et ensuite, on veut vous entendre sur le constat que moi j'ai fait personnellement. Le nouveau ministre, depuis qu'il a pris fonction, je pense que partout où Kao Carré a procédé à des nominations, il procède à des limogeages. Est-ce que vous avez fait le même constat que moi? J'aurais voulu que les grandes gueules m'épargnent des problèmes du ministère de l'Éducation. J'ai pris le recul, accepté que je sois un peu en dehors de tout ce qui se passe au niveau de ce département. Oui, mais un mot tout de même sur la grève. On se rend bien compte que pratiquement vous n'étiez pas forcément le principal problème. Parce que vous avez été dégommé, vous et le ministre Damanta Albert Camara, vous avez été considérés comme les têtes de Turcs. Qui ont été tranchés, mais le problème, il reste, il demeure. Bon, c'est pour cela que je ne veux pas me prononcer. Le moment même, quand j'étais aux affaires, j'en parlais peu. Dès lors que ça m'a fait débarquer, je préfère me taire. Je vous en prie. Bien, merci à vous, M. Ibrahima Khalil Konaté, ancien ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin, M. Konaté. Merci beaucoup, merci. Merci. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.